Julien Vénesson, merci d'être avec nous sur le plateau de Demos et Démos. Vous avez mené une enquête très richement documentée sur l'impact qu'avait le gluten sur notre santé. Alors justement, comment le gluten peut agir sur l'intestin, en l'occurrence? Bien, on a vu tout à l'heure dans une précédente vidéo que le gluten n'était pas totalement digéré au niveau du tube digestif. On a donc des morceaux de protéines qui arrivent dans l'intestin. Et il s'avère en fait que certaines protéines du gluten sont capables de perturber une fonction précise de l'intestin qu'on appelle les jonctions serrées, qui permettent en fait de jouer le rôle de vanne entre l'extérieur et l'intérieur. Alors, si vous permettez, on revient tout petit peu sur la digestion. Vous avez à chaque endroit de notre système digestif, de la mastication jusqu'à l'évacuation, nous avons un rôle bien déterminé de chaque organes. La mastication avec les glandes salivaires, l'estomac, les sucs pancréatiques, les selles biliaires, etc. Pour en arriver à passer d'un gros morceau d'un aliment à des petites structures moléculaires qui vont être un petit peu assimilées par l'intestin. C'est à cet endroit-là que, donc, à aucun moment, la gliadine, donc une des protéines du gluten, à aucun moment, cette gliadine ne va être digérée. Elle va se retrouver donc dans la lumière de l'intestin, au fin fond de l'intestin, et c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir un certain nombre de réactions. Voilà, donc soit on a vraiment un corps assez résistant et puis ça va ressortir par les voies naturelles, soit ça ne va pas ressortir par les voies naturelles et à force d'être en contact avec la muqueuse intestinale, il y a des recherches qui montrent que ça aurait tendance à perturber donc, ce que j'appelle les jonctions serrées et de fait à permettre à des molécules de passer dans le sang. Et ça, c'est tout à fait anormal. Jonction serrée, encore une fois, c'est pour tout le monde, c'est les cellules de l'intestin qui sont accolées les unes aux autres et qui rendent l'intestin perméable à certaines choses seulement. Si ces jonctions ne sont plus serrées, l'intestin devient perméable. Exactement. Par exemple, quand vous avez une gastroentérite, vous avez une bactérie qui arrive dans le tube digestif, et la diarrhée, elle est provoquée par le fait que le corps essaye d'évacuer cette bactérie pour pas qu'elle prolifère et puis pour pas qu'elle passe éventuellement dans le sang. Quand ça passe dans le sang, là, ça devient jusqu'à un rhume, par exemple. Exactement. Donc justement, à quel moment donc, l'intestin va jouer son rôle de pathologie? Eh ben, en fait, à partir du moment où on va avoir des protéines, pas forcément que le gluten, d'ailleurs, il y a d'autres aliments qui sont capables de perturber la fonction intestinale, y compris les jonctions serrées. Certains aliments, donc si on en consomme trop ou trop régulièrement ou si on y est sensible, peuvent augmenter la perméabilité de l'intestin. À ce moment-là, il peut y avoir des molécules qui vont passer dans le sang et automatiquement, ces molécules étant extérieures à notre organisme, elles vont être reconnues comme corps étranger. Donc elles vont déclencher une réaction immunitaire. Cette réaction immunitaire, elle peut être un petit peu, on va dire, banale, juste détruire le corps étranger qui s'est introduit. Mais la plupart du temps, ce n'est pas exactement la seule chose qui se produit. Et il peut arriver qu'il y ait ce qu'on appelle des réactions croisées, c'est-à-dire que notre organisme, notre système immunitaire, puisse confondre la protéine extérieure avec un autre élément du corps humain qui est tout à fait normal. C'est le début de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, dans lesquelles le corps s'attaque à notre propre organisme. Par exemple, dans le diabète de type 1, qui est une maladie dans laquelle il y a des anticorps qui détruisent une partie du pancréas qui produit l'insuline. Il y a des études qui semblent montrer qu'il y a préalablement une réaction croisée avec certaines protéines, notamment du lait de vache, peut-être même avec l'insuline bovine, qui ressemble un petit peu à la structure de l'insuline humaine. Il y a ensuite une réaction croisée, le système immunitaire se met à détruire l'insuline humaine et ensuite détruire le pancréas. Pardon ? Il y a une sorte de conditionnement de mauvais apprentissage. Exactement, de mauvais apprentissage, mais c'est quelque chose d'assez commun. Par exemple, quand on a des allergies saisonnières, beaucoup de gens ont des allergies saisonnières, on est rarement allergique à une seule chose. On peut être par exemple allergique à des pollens de bouleau, et en général on est aussi allergique à d'autres types de pollens et parfois même à certains aliments, parce qu'il y a des protéines de certains aliments qui ressemblent beaucoup à celles de certains pollens. Là c'est exactement le même principe. Donc c'est important d'avoir un intestin qui n'est pas perméable pour ne pas avoir de molécules qui puissent déclencher une réaction anormale. Donc c'est ça qu'on appelle la sensibilité au gluten? Non, ça c'est plutôt ce qu'on appellera l'intolérance au gluten, dans laquelle il va y avoir cette réaction. Oui, c'est effectivement plus grave que la sensibilité au gluten, dans le sens où il peut y avoir justement ces maladies auto-immunes qui peuvent se greffer, et même c'est souvent le cas. Comment une personne s'en aperçoit? Quels sont les premiers symptômes en général? D'une maladie auto-immune ou de l'intolérance au gluten? C'est très très variable, justement c'est toute la problématique, on peut très bien ne pas du tout s'en rendre compte. Ça peut être le seul symptôme d'une intolérance au gluten peut être une migraine par exemple. Vous avez une migraine chronique depuis 10 ans,
Et ça peut être simplement, ça peut mettre des crises d'épilepsie. Il y a certaines crises d'épilepsie qui sont provoquées uniquement par le gluten. Comment fait un médecin? Je vais voir mon généraliste, j'ai une problématique, je peux avoir des maux de tête, je peux avoir... Qu'est-ce qui fait que lui va aller peut-être rechercher du côté du gluten? Est-ce que certains le font déjà? C'est problématique parce que malheureusement aujourd'hui en France, la nutrition occupe une toute petite part du cursus médical. Et l'intolérance au gluten encore moins, puisque comme vous le voyez aujourd'hui, c'est sujet à controverse. On entend régulièrement dans les médias dire que tout ça c'est un petit peu une mode, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, qui concerne 1 à 5% de la population, voilà, il voire y a des maladies 20%. qui nous concernent beaucoup plus alors qu'elles concernent encore moins de monde. On est d'accord, mais je pense que les choses vont changer, parce que obligatoirement ça va s'imposer, parce que c'est là. Pour l'instant on est peut-être un petit peu au balbutiement des choses, on verra dans 10, 20 ou 30 ans. Actuellement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, effectivement, certains médecins vont y penser parce qu'ils sont ouverts d'esprit, parce qu'ils continuent beaucoup à se former, ils s'intéressent beaucoup à l'alimentation et ils peuvent y penser. Mais c'est vrai que la plupart ne vont pas forcément y penser. C'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, que c'est bien soi-même de s'informer et de voir et même de faire le test d'une alimentation sans gluten pour voir ce que ça change pour soi. C'est l'expérimentation qui est le meilleur témoin, a priori. Alors, pour la sensibilité au gluten, oui. Pour l'intolérance au gluten, ça peut être bien quand même de faire certains examens, notamment des prises de sang que j'explique dans le livre, parce que si on a la certitude qu'on a une intolérance au gluten, il y a la nécessité de faire un régime sans gluten très strict à vie. Parce que si on ne le fait pas, on a le risque de développer les maladies auto-immunes dont j'ai parlé, et ce ne sont que des maladies très graves pour lesquelles il n'y a absolument pas de traitement. La sclérose en plaques, le diabète de type 1, des maladies comme ça, ce sont des maladies graves. Ouais. Alors, on a des prédispositions génétiques à une intolérance au gluten? Alors oui, il y a des prédispositions génétiques à l'intolérance au gluten, mais on s'est rendu compte que malgré la prédisposition génétique, ça n'était pas suffisant pour déclencher la maladie. Donc l'environnement joue une part très importante. Et il est fort probable, à mon avis, que la consommation de plus en plus importante de produits à base de blé joue un petit peu le rôle de cheval de Troie et induise par elle-même la sensibilité qui va ensuite déclencher la maladie. Et en plus, comme vous le disiez tout à l'heure, vous aviez l'adjonction de plusieurs facteurs. Si en plus vous consommez trop de sucre raffiné, si en plus vous prenez beaucoup de produits laitiers, si en plus vous fumez, si en plus vous buvez, si en plus vous ne faites pas de sport, si en plus de ça, vous augmentez les risques de c'est sûr que tout ce qui met à mal, on va dire, la muqueuse intestinale va forcément augmenter les chances d'avoir une réaction face au gluten, puisqu'il va plus facilement passer dans le sang et déclencher la réaction immunitaire. Donc on a le patrimoine génétique qui est une chose, mais on n'est pas forcé de l'activer par l'épigénétique. Faut faire attention. Oui, et puis même de manière plus générale, la génétique, c'est une science extraordinaire qui a été mise beaucoup en avant ces dernières dizaines d'années. Tout n'est pas génétique. Les progrès, mais voilà, tout n'est pas génétique. Et comme vous le dites si bien, il y a maintenant la naissance de l'épigénétique, qui est l'étude des facteurs environnementaux qui activent ou désactivent les gènes. Ce qui amène une responsabilité de l'individu dans... Exactement. Il y a eu des études assez récentes qui ont montré par exemple que pour le cancer, les facteurs génétiques n'intervenaient que de 5 à 10% maximum. Vous vous rendez compte, c'est très très peu. Ça veut dire que tout le reste, ou presque, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Pas forcément facilement, parce que par exemple certains produits chimiques auxquels on est exposé peuvent augmenter le risque de cancer et on ne va pas forcément facilement s'en débarrasser. Mais pour l'alimentation, par exemple, c'est pas très difficile de manger un petit peu mieux, de faire un petit peu de sport, c'est des choses simples. En fait, tous les messages concourent à ce genre de... Apprenez ce genre de conseils, l'activité sportive, un bon équilibrage alimentaire et une vie saine sans trop de stress. Apparemment, ça a l'air de fonctionner. Mais là, dans votre ouvrage, dans votre enquête, parce que c'est véritablement très très fouillé, ça semble quand même assez paradoxal et étonnant de voir à ce point de pathologies qui pourraient être liées. J'en cite quelques-unes: maladie cœliaque, arthrose, polyarthrite rhumatoïde, côlon irritable, syndrome de fatigue chronique, diabète, certaines obésités, des pathologies auto-immunes, et même certaines maladies graves. Maladies mentales, excusez-moi. Maladies mentales graves. Alors on se dit, putain, je ne veux pas devenir fou parce que je mange du gluten. Ça peut se produire, ça s'est produit. Ouais. Moi, je veux quand même souligner que ce n'est pas moi qui ai inventé Vous le truc, dénoncez. Moi, je me suis appuyé sur ce que les chercheurs avaient publié. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'était une enquête. Exactement, et c'est vrai que moi-même, en écrivant, je connaissais déjà très bien le sujet, mais je ne le connaissais pas aussi bien que ça. Et c'est vrai que de découvrir que, par exemple, certaines maladies comme la schizophrénie pouvaient avoir un lien avec le gluten, ça m'a vraiment surpris. Alors évidemment, je le rappelle aussi, on ne peut pas mettre tous les maux de la terre sur l'intolérance au gluten, mais néanmoins, c'est vraiment, je pense, un problème dans ces très cas-là, important. c'est vu comme un facteur aggravant ou comme un facteur déclencheur? Alors ça dépend des maladies, c'est une très bonne remarque. Il semble que dans certaines maladies, ça va être plutôt
ça va plutôt être un facteur aggravant et dans d'autres, ça va être un facteur déclenchant. D'accord, Par donc exemple, sur une maladie mentale, il pourrait y avoir en tout cas un facteur déclenchant qui est le gluten. Alors, prenons par exemple l'exemple de la schizophrénie. On a maintenant des études qui montrent qu'on est schizophrène ou on ne naît pas schizophrène. Ensuite, il va y avoir des facteurs environnementaux qui vont déclencher ou non la maladie. Et il semble qu'une fois que la maladie soit déclenchée, probablement certaines protéines qu'on retrouve dans le blé, mais pas uniquement, aussi dans d'autres aliments, peuvent soit aggraver les symptômes, soit même être responsables uniquement des symptômes. Je rapporte un cas d'une dame qui était schizophrène depuis très très longtemps, qui prenait une foule de médicaments, et les chercheurs l'ont mis sur un type de régime très particulier qui n'est pas uniquement sans gluten d'ailleurs, et elle a complètement guéri sans aucun médicament. Donc il y a aussi des cas, parce que c'était la question suivante justement, c'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure, une fois que la maladie est déclenchée, en général, c'est vrai que si on parle d'une sclérose en plaques ou quelque chose comme ça, est-ce que le fait d'arrêter le gluten permet d'améliorer un traitement? Est-ce que quelquefois même il y a rémission de certaines maladies déclenchées par le gluten ou aggravées par le gluten? Est-ce qu'au-delà d'un facteur déclencheur, le fait de l'enlever peut être un facteur qui vient inhiber la maladie ou peut-être aider à la combattre? Ce qui est complexe... Sans vous interrompre, c'est le cas de votre mère qui avait... ma mère n'a pas de maladie auto-immune. Non, mais elle avait une pathologie assez évolutive qui a régressé. Tout à fait. Ouais. Là, c'était pas une maladie mentale. Mais Absolument. Ouais. Parce que je pense que c'est important de dire aux gens, s'il y a quelque chose qui se passe, que le fait de créer un régime, c'est pas juste une privation supplémentaire, ça peut être aussi une aide dans une amélioration. Oui. Alors là, on parle actuellement d'un aspect très particulier qui est les maladies auto-immunes, mais après, selon la raison pour laquelle on fait un régime sans gluten, ça peut être par exemple pour maintenir simplement une bonne santé ou alors pour limiter certains petits problèmes de santé qui ne sont pas graves. On ne va pas forcément suivre le régime sans gluten de la même manière. Pour les maladies auto-immunes, on l'a expliqué tout à l'heure, il y a une réaction du système immunitaire envers des protéines qui sont considérées comme corps étrangers, voire même des protéines de nous-mêmes du coup. On sait tous très bien, puisqu'on sait tous, beaucoup de gens sont vaccinés, donc connaissent un peu le principe de fonctionnement du système immunitaire, à savoir qu'il y a une mémoire. Le système immunitaire garde la mémoire de ce qui se passe. Donc, à cause de ça, à partir du moment où la réaction auto-immune a été enclenchée, c'est très difficile de l'éteindre complètement. Vous voyez ? Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des études d'intervention dans lesquelles, dans le cadre de maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde et d'autres, on a fait suivre une alimentation sans gluten et il semble quand même que ce soit très efficace parce que probablement en arrêtant d'alimenter, si vous voulez, la réaction auto-immune et cette espèce de réaction croisée, le système immunitaire se calme jusqu'à mettre un petit peu en silence la maladie. Donc ça, c'est quand même, je pense, porteur d'espoir parce que c'est des maladies qu'on ne peut pas guérir. Malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup d'études là-dessus parce que c'est des études qui ne reposent sur des fonds publics. Donc vous imaginez qu'on a déjà du mal à évaluer la toxicité du blé. Alors aller tester le régime sans gluten pour des malades, ça n'a presque pas de sens, d'autant qu'on reconnaît tout le corps médical ne reconnaît pas la réalité des problèmes liés au gluten. Il me semble même qu'il y a un autre problème, c'est pour aller un peu plus dans le côté entre guillemets provocateur, mais vu qu'il y a peu de médecins qui prescrivent des régimes sans gluten, il me semble même en avoir rencontré certains qui, lorsqu'ils sont en face de quelqu'un qui commence un régime sans gluten, s'inquiètent plus pour sa santé mentale. Ils demandent s'il n'est pas tombé dans une secte, ça va jusque-là quelquefois. Bon, moi, j'ai pas entendu à ce point-là quand même. Je pense que c'est peut-être le médecin qui est un peu trop endocriné s'il va jusqu'à penser ça de son patient. Il y en a quand même. Malheureusement, mais parce que bon, le gluten, ça reste qu'une protéine, c'est pas un élément indispensable à l'être humain, ni à son développement, ni à sa santé. C'est déjà bon de le savoir. Bah oui, mais bon, je pense que ça reste du bon sens pour un peu tout le monde. On a besoin de protéines, on a besoin de lipides, on a besoin de glucides, on a besoin de vitamines, on a besoin de minéraux, on n'a pas besoin de gluten. Pas forcément besoin de gluten. Donc c'est un message plutôt plein d'espoir, de perspectives plutôt positives pour ceux qui veulent arrêter le gluten. Ah bah oui, moi, mon message c'est de dire, vous avez votre santé en main, vous pouvez faire des choses, vous n'avez pas besoin. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de l'avis du médecin. Si le médecin n'est pas informé, n'y connaît rien, vous n'avez pas forcément besoin de lui dire que vous faites un régime sans gluten. Quand vous allez aux toilettes, vous ne l'informez pas au moindre fait et geste. Donc c'est exactement la même chose. Bonne nouvelle. Merci Julien. C'est une belle image pour terminer cette vidéo.